écrit dans tous les livres saints, béni, Israël et bien sûr dans la Bible. Quand Jésus est né à Nazareth d'une mère juive et d'un père, et qu'il est effectivement venu à Jérusalem pour le peuple juif. Vous avez les Babélim, les Namloukim, puis vous arrivez jusqu'aux Arabes, ensuite les Ottomans, puis l'homme britannique l'a fait. Dans tout cela, quand la Palestine était un pays... Tu dis que parce que ce n'était pas légalement considéré comme un pays, ça ne compte pas. Non, parce que ce que j'essaye de te dire, c'est que penser à la Palestine ou à la Palestine actuelle à laquelle tu penses aujourd'hui, d'accord, ce n'est pas ce que c'est. En fait, ce n'est même pas réellement occupé. Je pense que la plupart des faits évoqués lors de ces débats sur les campus tombent dans l'oreille d'un sourd. Je pense qu'il est quand même important de comprendre le point de vue de l'autre personne, leur psychologie et leur façon de penser à ces questions. Regardons cela ensemble. C'est similaire à la destinée manifeste. Ils estiment avoir un droit sur la terre, au détriment de ses habitants d'origine. Ce qui était la Palestine est devenu Israël, avec une petite zone restant palestinienne. La Palestine a-t-elle déjà été un véritable État? Si oui, quand? Je ne connais pas l'année où c'était un État, mais je sais que la Nakba date de 1947. Oui, avant cela, c'est la guerre d'indépendance. Que s'est-il passé avant la Nakba? Je ne sais pas quand, mais la Palestine est citée comme pays même dans une pièce de Shakespeare, comme Othello. Donc, la Palestine n'est en fait pas mentionnée comme un pays. La Palestine était mentionnée comme une région dans cette zone intermédiaire. Ce que nous savons, encore plus que cela, la Syrie-Palestine, c'était bien avant que la Palestine, en tant que pays arabe musulman, n'ait jamais existé. Si vous avez des informations à ce sujet, je voudrais savoir, car je n'ai jamais vu cela. Qui était le premier président de l'État palestinien, musulman, arabe palestinien, qui était le premier ministre? Quelle était l'armée et quel était le drapeau à cette époque? Vous savez que le drapeau palestinien n'existe que depuis 1964. Avant cela, il n'y avait pas de drapeau palestinien. Donc, sur cette base, encore une fois, quand la Palestine était-elle un pays qu'Israël a occupé? Parce qu'en 1948, ceux qui contrôlèrent la terre, c'était le mandat britannique. Donc, comme c'était le mandat britannique, c'est acceptable? Non, attends, on passe du mandat britannique. Et avant ça, il y avait les Ottomans, et avant ça, et encore avant, et avant ça, et encore avant, jusqu'aux Romains, et même avant les Romains. Tu sais qui était là? Les Juifs. Je veux dire, c'est écrit dans tous les livres saints. Béni Israël, et bien sûr dans la Bible, quand Jésus est né à Nazareth d'une mère juive et d'un père, et il est en fait venu à Jérusalem pour le peuple juif, et évidemment avant cela, dans la Torah, ce qui montre et indique que les Juifs y ont vécu pendant des milliers d'années. Donc si je me base sur la séquence de l'histoire, des Cananéens aux Juifs, les Cananéens ont été exterminés, puis les Juifs, ensuite les Romains, puis il y a eu les Babyloniens, les Mamelouks, et ensuite on arrive aux Arabes, puis à l'Empire ottoman, et enfin aux Britanniques. Tout cela a été géré. Quand la Palestine était un pays, Je suis un peu confuse. Donc, tu dis que comme ce n'était pas légalement un pays, ça ne compte pas. non, parce que ce que j'essaye de te dire, c'est que la façon dont tu penses à la Palestine ou à la Palestine actuelle telle que tu l'imagines aujourd'hui, d'accord, ce n'est pas ce que c'est. En fait, ce n'est même pas réellement occupé. Laisse-moi t'expliquer. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, vas-y. Ton argument n'a de sens que si tu parles de l'égalité. Parce que je viens du Pakistan. Oui. Le Pakistan n'est un pays que depuis peu. Avant, il ne s'appelait pas ainsi et faisait partie de l'Inde. Cela ne signifie pas que les groupes vivants au Pakistan n'étaient pas déjà présents. Ils ont seulement changé le nom du pays. Donc, en gros, tu es en train de donner un bon argument aux Israéliens. Parce que les Juifs étaient là bien avant n'importe quel arabe musulman sur cette terre. Je ne dis pas ça, je dis que personne ne conteste le fait que les Juifs ont historiquement vécu là-bas. Les gens disent qu'une grande partie de l'afflux de personnes qui s'installent maintenant là-bas et qui prétendent avoir un droit de naissance sur cette terre, au détriment de ceux qui y vivaient déjà, c'est injuste. Et je pense que ce dont tu parles, surtout concernant les Juifs venus d'Europe et ceux venus des États-Unis, c'est qu'ils ont effectivement un lien avec la terre d'Israël. Mais qu'en est-il des Juifs qui étaient au Moyen-Orient et qui ont été expulsés lorsqu'ils étaient en Israël, et ensuite ils ont été expulsés vers l'Irak, la Syrie, le Yémen, et ensuite ils ont littéralement été expulsés de ces pays arabes. Ils sont arrivés dans l'État d'Israël, ce que nous connaissons aujourd'hui. Ils sont donc revenus sur leur terre. Être expulsés ne signifie pas qu'ils n'ont pas le droit d'y revenir. Et le fait que les gens pensent que les Israéliens sont blancs, seulement 30% des Israéliens sont blancs, 70% des Israéliens ne le sont pas.
On ne dit pas que les gens n'ont pas le droit de migrer, car historiquement, beaucoup l'ont fait, comme les musulmans en Europe. Mais ce n'est pas la question, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'ai aussi cours, mais c'est toi qui parles la plupart du temps. Bien sûr, voilà. Des gens ont été expulsés de nombreux endroits, pas seulement les Juifs, mais aussi les musulmans et les chrétiens, comme lors des croisades en Europe. Les gens ne disent pas que tu ne peux pas revenir ou migrer là-bas, mais il est faux d'affirmer que tu as un lien là-bas. Si tu n'y as pas vécu depuis des siècles, alors que d'autres y vivent toujours. Donc en gros, tu es en train de dire qu'on devrait attendre des centaines d'années et ensuite on pourra dire la même chose à propos des Palestiniens. Non, Pourquoi les Juifs étaient là avant? ce n'est pas ce que je dis, tu déformes mes propos. Je cherche à comprendre, c'est pourquoi j'ai posé une question au lieu d'affirmer. Ma question est, tu dis que juste parce qu'ils ont vécu des centaines d'années, ils ne peuvent pas prétendre revenir, c'est bien ça? Donc je dis que si on avance de plusieurs centaines d'années, on pourra dire la même chose aux Palestiniens. Vous ne pouvez pas revenir. Peu importe que ce soit des centaines d'années, c'est passé depuis des centaines d'années. Donc c'est acceptable de dire ça? Je ne nie pas que cela se produise déjà. De nombreux Palestiniens sont forcés de quitter leur foyer, leur maison donnée à d'autres, expulsés de quartiers où ils ont un droit historique. Les oliviers sont brûlés, ils n'ont pas accès à la terre à laquelle ils devraient avoir accès. Tu dis, oh, dans 100 ans, on va voir ça arriver, comme si c'était quelque chose qui pourrait arriver, alors que c'est déjà en train d'arriver. Quand cela est-il arrivé? Pour les Juifs, cela t'importait moins? Je ne dis pas que je m'en souciais moins. Car les Juifs ont été expulsés de Judée, de Samarie et de tout ce qu'on appelle aujourd'hui la terre d'Israël, située entre le fleuve et la mer. Admettons que ce soit vrai, d'accord? Donc tu dis que c'est une histoire? Tu penses que les gens d'aujourd'hui méritent d'être punis pour ça 1000 ans après? Mais les Palestiniens qui sont actuellement massacrés et victimes de génocide par des gens qui vivent toujours là-bas n'ont pas le droit d'être en colère à ce sujet et de dire qu'ils ont le droit de réclamer leur terre. Ils peuvent être en colère. Et on leur a proposé tant de fois la paix. Comment leur a-t-on proposé? La paix? Plan de partage 1947. Je parle d'aujourd'hui. Malgré le cessez-le-feu, ils sont toujours tués. Les Palestiniens ne peuvent ni pêcher dans leurs eaux, ni collecter l'eau de pluie pour boire. Tu comprends bien que c'est totalement faux. Non seulement ça, mais avant le 7 octobre, les Palestiniens pêchaient en réalité. Et j'ai beaucoup de preuves de cela. Et les Palestiniens vivaient sur le territoire de Gaza, par exemple, sans même une seule botte d'un soldat de l'IADF israélien dessus. Ils sont sortis de Gaza en 2005. Donc, en gros, et puis ils disent « Oh, vous savez quoi? Eh bien, Israël contrôle la frontière, mais ensuite il y a Gaza, une grande frontière avec l'Égypte. Et ils peuvent entrer et sortir, mais l'Égypte empêche la majorité d'entre eux d'entrer et de sortir. » Donc, l'affirmation consiste à dire que les Palestiniens n'ont pas le droit de pêcher là où ils pêchent, en réalité. Avant le 7 octobre, aujourd'hui, en pleine guerre, parce que Hamas a essayé d'envahir et de prendre le contrôle. Donc, Tu dis que tout vient du 7 octobre, qu'avant rien ne s'est passé. beaucoup de choses se sont passées le 7 octobre 1947, parce que tout le monde parle de 67, de 48. Non, il remonte, moi je remonte bien avant, je remonte même à l'époque où le prophète Mohammed est venu au monde. C'était au 7e siècle, et ça c'est environ 7 siècles après. Jésus est né, et ça c'est des milliers d'années après que les Juifs étaient sur la terre d'Israël. Donc, en gros, dans cette chronologie, nous avons les Juifs qui étaient sur la terre, puis les chrétiens, dont un Juif, Jésus, en tant que Juif, est né à Haïfa, à Bethléem. Et il est dit dans, je ne sais pas si tu connais un peu l'arabe, mais dans la Bible, en arabe, il est né dans la ville juive de Bethléem. Donc tu as des preuves dans tous les livres saints, dans le Coran par exemple, combien de fois Jérusalem est-elle mentionnée? C'est du métal, mais pourquoi ne pas le mentionner? Le judaïsme n'est même pas cité une fois? J'évoque les bannis Israël, donc je comprends ce que tu veux dire. Oui. Oui. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est que si tu veux vraiment revendiquer l'histoire, la revendication, au final, c'est que les Juifs ont le droit à la terre. Mais mettons cela de côté. Avançons jusqu'à l'époque moderne, 1947. Et en 1947, l'ONU, parce que le mandat britannique était terminé, est venue avec le plan de partage. Le plan de partage attribuait des terres arabes et des terres juives avec plus de ressources naturelles pour les terres arabes. Les Juifs ont accepté ce plan de partage et les Arabes l'ont rejeté. Et c'est à ce moment-là que la guerre a commencé et c'est là qu'Israël a remporté la guerre d'indépendance et c'est à ce moment-là que les Palestiniens ont commencé à l'appeler la Nakba, la pire catastrophe qui leur soit arrivée et la pire catastrophe qui leur soit arrivée. Cela s'est produit à cause du fait que les dirigeants arabes de l'époque, écoutez-moi bien, je ne parle pas des dirigeants palestiniens, je parle des dirigeants arabes. Parce qu'ils ont décidé de réellement déclencher une guerre parce qu'ils voulaient tout et qu'ils n'étaient pas d'accord avec le plan de partage. Une chose sur ma famille, je suis un arabe vivant en Israël.
Mon grand-père vivait dans un village appelé Ishjesh. Ishjesh est un village. Gouchalaf est un village à la frontière nord d'Israël, du Liban et de la Syrie. Et en 1948, quand la guerre a éclaté, les dirigeants arabes de Syrie et du Liban sont venus voir mon grand-père, qui était un chef de la communauté de Ishjesh. Et ils lui disent, écoute, pars, quitte la terre, va au Liban, va en Syrie pendant 48 heures. Nous allons battre les FDI et tu pourras revenir sur ta terre. C'est ce que mon grand-père m'a raconté, ce qui s'est passé. Il a décidé de ne pas partir et il a dit, écoute, je vais rester sur ma terre. Et quand les FDI viendront, je leur dirai. Je ne me battrai pas, je reste chez moi, ne me tuez pas. Donc, en résumé, Je n'ai pas de cours. Alors, s'il te plaît, peux-tu, en venir au point que tu essaies de faire passer? tout ce que je dis, c'est que le point, c'est ça. Quand les FDI sont venus dans le village de mon grand-père et que mon grand-père et sa communauté n'ont pas combattu, ils ont gardé leur terre. Cela ne nie pas les atrocités commises par les deux camps durant la Nakba ou la guerre de l'indépendance, il y en a eu des deux côtés. Mais au final, quand les gens apportent de fausses informations sur tout ce qui s'est passé dans l'histoire, à travers toute l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, dernière question par exemple, de 1948 à 1967, qui contrôlait ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Cisjordanie et Gaza. Était-ce Israël? Même si c'était des Palestiniens? Non, ce n'étaient pas les Palestiniens en fait. Alors, Qui était-ce? la Jordanie et l'Égypte. À Gaza, l'Égypte contrôlait de 1948 à 1967 et la Cisjordanie était contrôlée par la Jordanie de 1948 à 1967. Pourquoi n'ont-ils pas donné un pays à la Palestine? Pourquoi ont-ils conservé cette terre comme jordanienne et égyptienne? Regardez combien de fois ils ont essayé. Au lieu de vraiment travailler à une solution, ils ont en fait maintenu la situation telle qu'elle. Et puis dans les années 90, Bill Clinton a dit « Nous avons offert aux Palestiniens » et il l'a dit dans une interview en direct, « Nous leur avons offert toute la Cisjordanie avec même un échange de 4% des territoires avec Israël, des terres israéliennes et le contrôle total de Gaza. » Avec un tunnel ou un pont entre Gaza et Ramallah pour les relier et avec Jérusalem-Est comme capitale, tout cela a été rejeté par les Palestiniens. Donc non, ça n'a pas commencé le 7 octobre, ça a commencé bien avant. Et encore, à chaque fois, les Palestiniens ont rejeté parce qu'ils ne parlent pas tant d'avoir un État palestinien qu'ils veulent être, ou de voir un État israélien détruit. Les dirigeants ne représentent pas le Palestinien moyen. Par exemple, Trump, beaucoup s'opposent à sa présidence, mais il ne représente pas tout le monde. Donc disons que nous sommes essentiellement la majorité. Je n'ai pas pu parler, je suis déjà en retard pour un cours et tu me retiens. Disons que ce que tu dis sur les Palestiniens est vrai. On votait pour ça. La Jordanie et d'autres pays l'ont fait. Les dirigeants ne représentent pas tout le monde. Par exemple, je n'ai pas voté pour Trump et je ne soutiens pas tout ce qu'il défend. Cela ne signifie pas que les habitants doivent être punis pour les actes des autres. Personne ne les punit. D'accord, tu parles de Tsahal, d'accord, ta situation est très particulière. Tsahal, Ils ont dit que ton grand-père refusait de se battre, alors ils l'ont laissé. Ce n'est pas pareil pour tous. c'est vrai. Et c'est aussi le cas de l'autre côté, comme lors du massacre des Juifs à Hébron en 1922. D'accord, tu comprends? On peut en discuter. Je veux trouver une solution maintenant. Mais c'est bien plus grave quand Tsahal le fait à d'autres personnes. Regarde comment, quand ils y vont, ils massacrent plein de femmes, d'enfants, ils les massacrent. Ils ne visent jamais les femmes ni les enfants, seulement les terroristes cachés derrière eux. Tu dis des terroristes qui se cachent derrière le Hamas, oui? Donc tu ne penses pas que le Hamas est une organisation terroriste? Je dis qu'il y a peut-être de mauvaises personnes au Hamas. Mais tu dis que c'est une organisation terroriste. Est-ce que j'ai le droit de parler maintenant? Bien sûr, D'accord. Ceux qui affirment qu'il existe une organisation terroriste, en réalité, n'importe qui peut être qualifié de terroriste dès qu'on ne l'apprécie pas. réfléchis-y. Je ne sais pas, mais quand tu entres le 7 octobre et que tu massacres des gens chez eux, c'est un acte terroriste. D'accord, mais tout le monde ne fait pas ça. Si tu tues le père de quelqu'un et qu'il devient révolutionnaire, il ne fait pas la même chose. 80% des Gazaouis étaient d'accord avec ce qui s'est passé le 7 octobre. 80%. 80% jugent acceptable le massacre survenu en Israël. Et en fait, aujourd'hui, à Ramallah et à Genève, Le nombre de personnes qui sont mortes en Palestine est bien plus élevé que le nombre de personnes qui sont mortes en Israël. Israël protège tous ses citoyens, y compris les Arabes. Pourquoi pensez-vous que nous sommes protégés et que les Arabes ne sont pas tués en Israël? Et vous? Tsahal est-elle bonne? En tant qu'Arabe, j'ai servi dans Tsahal. J'étais un criminel. C'est embarrassant. J'étais le commandant d'un soldat juif. Non seulement ça, j'ai combattu pour mon pays, et j'ai combattu pour ma communauté, et j'ai combattu pour protéger la communauté arabe, les 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël. Non seulement ça, ce n'est pas embarrassant. Je suis absolument fier de mes actions pour vraiment combattre les terroristes.
Et aussi, quand j'étais à l'église, pas de souci à ce sujet. J'irai. Non. J'étais content de discuter avec toi jusqu'à ce que j'apprenne ce que tu as fait, comme si tu avais combattu dans une armée génocidaire. Je n'ai pas combattu légitimement. They signed bonds to kill children. En fait, d'ailleurs, quand on avait ce genre de situation où on voyait des femmes et des enfants en masse, on recevait l'ordre de ne jamais s'approcher ni tirer. Et j'ai un témoin pour ça, j'en suis témoin. C'est pareil pour les soldats de Tsahal qui se suicident après avoir reconnu avoir tué femmes et enfants. Cette idée de se suicider vient du fait qu'ils ont vu les pires atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Malheureusement, Je suis juste censé tout accepter. Tu dis non, je veux que tu fasses tout ça. Non, je veux que tu recherches les preuves. Quelles sont les preuves que tu apportes? D'accord. d'accord. Trouvons des chercheurs et rencontrons-nous plus tard. Je t'en dirai plus bientôt. Quand j'ai demandé si Israël est un état d'apartheid, tu ignorais le sens d'apartheid et as aussitôt répondu taire. Ça n'a rien à voir avec l'apartheid. Et l'apartheid foncier est basé sur la séparation, la ségrégation entre arabes et juifs. Tu crois vraiment qu'en tant qu'arabe, je pourrais commander des soldats juifs et que d'autres comme moi vivraient sous un état d'apartheid? Tu sais que les Arabes sont 20% de la population en Israël, mais 30% des médecins et 50% des pharmaciens. Nous avons des juges de la Cour suprême ayant emprisonné des premiers ministres juifs, des chauffeurs de bus, des sportifs représentant Israël et des Arabes vivant et prospérant réellement en Israël. Et ils vivent avec un mot fort. Ils le sont. Ils le sont. C'est un mot très fort et je l'assume. Et je peux te le prouver si tu me laisses faire. Chaque fois que je viens te montrer des vidéos, par exemple celles des atrocités du Hamas, de leurs meurtres, y compris de chiens dans les maisons, pas seulement d'humains, Donc tu te soucies beaucoup des chiens, mais tu ne te soucies pas des hommes qui sont alignés et arrêtés. tu retiens qu'un mot de ce que je dis. Ils ont tué des bébés, des femmes et des hommes. Tsahal fait pareil. C'est si difficile. Donc, tu dis que si je ne continue pas la conversation, je chronomètre le micro. Regarde-le s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Bref, mais instruis-toi un peu. Je suis très instruit sur ma réalité. Je vis en Israël. En tant qu'arabe, j'ai combattu dans la meilleure armée morale du monde. Merci beaucoup. Comment s'appelle-t-elle? C'était vraiment hilarant, je ne le savais pas en fait. Cette histoire derrière son grand-père qui était en Israël pendant la guerre de 1948 et ils l'ont en fait ignoré quand les armées arabes lui ont dit de partir. Je pense que ce moment l'a profondément marqué et a influencé très tôt sa vision des Juifs. Que nous n'allions pas simplement de porte en porte frapper chez les Arabes pour les tuer et prendre leur maison sans raison valable. Je comprends que cette fille soit pressée car je me souviens de mon époque à l'université. C'était agaçant quand quelqu'un t'embêtait à une table alors que tu allais en cours, je comprends. Mais en même temps, je pense que la plupart de ces personnes qui défendent la cause palestinienne et le mouvement pro-Hamas, ce sont en gros des gens qui courent d'un événement à l'autre pour essayer de donner leur avis selon leur vision actuelle du monde sur la conversation, sur le sujet, sur le conflit. Et ils ne sont même pas capables de faire une pause et d'écouter les vraies informations qui sortent et voir les véritables points de vue qui viennent de personnes qui vivent en Israël, d'Arabes qui vivent en Israël, de musulmans qui vivent en Israël et qui disent que ce n'est pas leur réalité. Et tu sais, ça donnerait une image tellement différente. Évidemment, l'esprit de cette femme était complètement saturé, tu vois. Un musulman arabe qui a combattu dans les forces de défense israéliennes défend les actions de l'armée israélienne en Israël. Ça l'a complètement bouleversée. Je suis sûr qu'elle est marquée à vie par cette interaction. Elle n'imaginait pas que cela puisse arriver. Mais encore une fois, toute personne qui a été en Israël, moi-même, je suis né là-bas et j'y suis retourné pour étudier après l'université. J'ai parlé à de nombreux Arabes, même à certains Palestiniens. Et j'ai eu de bonnes interactions avec de nombreux habitants, comme des chauffeurs de bus arabes ou d'autres Arabes qui travaillent, se promènent ou mangent dans les mêmes restaurants. Comme il n'y a pas d'apartheid, contrairement à ce qu'ils aiment faire croire, la plupart de leurs arguments consistent simplement à répéter sans cesse le même récit jusqu'à ce que tout le monde y croit. Merci encore de soutenir Jewish Uncensored. Je suis Israël Kai. Si vous soutenez Jewish Uncensored, merci de nous aider de diverses façons. Vous pouvez nous soutenir financièrement en allant sur buymecoffee.com/Jewish Uncensored. Vous pouvez également visiter notre nouvelle boutique de produits dérivés, israeluncensored.com, où nous venons de sortir plein de nouveaux articles. De plus, pour accéder à du contenu exclusif, vous pouvez aller dans l'onglet Adhésion sur cette chaîne et vous y inscrire. Et enfin, vous pouvez partager cette vidéo avec votre famille et vos amis afin de diffuser ce message dans le monde entier. Merci beaucoup pour votre soutien.